Je vais vous parler du loup, mais comme l'a dit David, moi je me suis intéressé à plusieurs animaux. Alors déjà c'était un peu original parce que je suis géographe. On ne s'attendait pas à ce qu'un géographe s'intéresse aux animaux. Je suis professeur de géographie et de géopolitique au lycée Camille Guérin en classe préparatoire et je suis chercheur associé en effet comme c'est marqué là, à l'université de Poitiers, laboratoire ruralité. Et je disais tout à l'heure que j'aimais bien le nom ruralité parce que ça permettait justement de ne pas laisser la ruralité à des personnes qui ont une vision un petit peu trop étriquée. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse aux grands carnivores en général et particulièrement aux loups en France et à l'ours brun dans les Pyrénées. J'ai fait ma thèse dessus. Mais je me suis aussi intéressé aux espèces avec qui il y avait des interactions. Je me suis intéressé aux requins, je me suis intéressé aux blaireaux, peut-être que tu en parleras, je ne sais pas. Je me suis intéressé également aux ours polaires. J'ai écrit un ouvrage d'ailleurs avec un copain qui est un guide naturaliste, écrivain, photographe, documentariste, Rémi Marion, qui s'appelle La géopolitique de l'ours polaire. Parce que moi je m'intéresse aux aspects géopolitiques appliqués à l'environnement et à la faune sauvage parce que, comme ça a été sous-entendu par David, même explicité, souvent ces questions avec la faune sauvage sont des questions qui créent des tensions. Alors des tensions bien sûr avec les interactions impliquant des animaux sauvages et les humains, mais aussi des interactions entre les humains qui ne sont pas d'accord au sujet des animaux. Et j'ai intitulé ici des Alpes au Poitou parce que, justement, alors depuis un an, il y a des choses qui ont un petit peu bougé, notamment localement. C'est que j'ai fait travailler une étudiante en master dans le cadre d'un projet sur l'anticipation du retour du loup dans le Poitou. Et vous verrez qu'il y a des choses assez intéressantes qui se passent ici dans la Vienne. Comme tu l'as dit, au plan national, les dirigeants sont toujours aussi affligeants sur ces questions-là. Ça, c'est très clair. Ils font preuve d'une inculture militante, d'une inculture voulue, et notamment le fait, ce que tu as rapporté de Castex, c'est même un dénigrement du travail de certains services de l'État, parce que ce sont les services de l'État qui fournissent ces informations, notamment scientifiques, qui permettent d'évaluer les loups. Et c'est pas la première fois que je vois, et je vous montrerai des exemples, des élus assez haut placés qui foulent aux pieds les travaux de serviteurs de l'État, de vrais serviteurs du service public. Voilà, comme quoi on peut être élu et pas forcément servir à l'intérêt général. Alors, je voulais commencer sur le loup aussi par des aspects, on va dire, plus historiques, plus culturels. C'est vrai que c'est un animal qui ne nous laisse pas indifférents et qui a une histoire particulière avec l'être humain. Avec l'ours, c'est également le cas. Une vision un peu ambivalente. On en a souvent dans les contes une image assez négative du loup. Ça n'a pas toujours été le cas. Vous connaissez le mythe fondateur de Rome avec Romulus et Rémus, qui aurait été allaité donc par une louve. La louve était symbole de fécondité. Et puis, les loups ont toujours été chassés. Toujours été chassés. Ils ont toujours côtoyé les humains et les humains les ont toujours côtoyés. Ils les ont d'ailleurs tellement côtoyés qu'ils ont fini par les domestiquer et par créer, par coévolution, le chien, puisque les chiens sont des descendants de loups. Ce qui fait que ce canidé a quand même fourni le meilleur ami de l'homme et le meilleur ennemi de l'homme. C'est quand même un paradoxe. Et il y a un ouvrage très intéressant que je vous recommande, qui est l'ouvrage de Pierre Jouventin, qui vient de sortir, justement, il fait le parallèle entre les humains et les loups. Il a une histoire très 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 intéressante et justement il montre que une des raisons pour lesquelles on a domestiqué le loup, ou peut-être que le loup nous a domestiqués aussi, on peut aussi voir les choses dans notre sens, c'est peut-être parce que nous sommes des animaux sociaux et les loups sont des animaux sociaux. Donc il y a toute une histoire qui est faite de complexité, bien évidemment. Vous connaissez les contes, donc Le Petit Chaperon Rouge, qui a aussi une interprétation psychanalytique. Bettelheim a travaillé dessus. On retrouve un héritier avec le fameux loup de Tex Avery, où le loup n'est pas qu'un prédateur
de chair fraîche, si vous voulez. Enfin, après, toujours, tout ça est très imagé, évidemment. Hein. Il y a aussi le rite de passage hein, des jeunes femmes vers l'âge adulte. Et puis, il y a des événements historiques. Là, vous avez en contrebas une image du loup du Gévaudan, alors qui était peut-être un des premiers faits divers diffusés au plan national en France, d'une bête qui aurait tué, qui aurait été un serial killer, de plusieurs, principalement des jeunes femmes. Aussi, même si il y a des zones d'ombre dans cette histoire. Certains incriminent un loup ou plusieurs loups et d'autres peut-être incrimineraient peut-être un humain derrière un hybride chien-loup. Enfin, c'est assez controversé à ce niveau-là. Alors, l'histoire du loup dans le Poitou aussi, c'est une histoire qui n'est pas si ancienne que cela. Et ici vous avez une carte de l'état des populations de loups, j'en montrerai une au niveau national tout à l'heure, au début du XXe siècle, où on voit les dernières zones où il restait des loups, et on voit que l'ex-région Poitou-Charentes avec le Limousin faisait partie d'une grande zone de concentration des derniers loups, et d'ailleurs c'est aussi dans le Poitou que s'est maintenue une tradition de chasse à courre. Et là, Bost-Lamondy, monsieur Julien Bost-Lamondy, était justement un des derniers chasseurs de loups, puisque le Poitou avait dernière population, et c'est aux confins du Poitou et du Limousin que le dernier loup aurait été tué en France officiellement à la fin des années 30, ce qui d'ailleurs a eu des conséquences. Même si ça avait déjà commencé, hein, ce déclin du loup a notamment fait que dans le sud de la Vienne et dans le Limousin, juste à proximité, le sud de la Vienne étant géologiquement, culturellement une partie du Limousin, eh bien on a un élevage qui s'est développé, un élevage assez extensif, clôturé, qui a pu justement s'épanouir parce qu'il n'y avait pas de loup. Et tout le problème, c'est que maintenant, il y a eu des suspicions de présence de loups, et j'aurai l'occasion d'en reparler. Alors, comment moi je suis venu à ces questions-là en tant que géographe? Moi, ce qui m'intéressait dans mes études, c'était de voir les interactions entre les humains et leur environnement. Et j'avais constaté, notamment dans un des cours sur le couvert forestier, que celui-ci avait évolué, et avec lui, toute la faune qui accompagne ce couvert forestier, cette végétation. Là, ici, vous avez deux versants de montagne. Ici, c'est dans les Pyrénées. Là, ici, c'est dans la vallée de la Drôme. À chaque fois, c'est fin 19e, début 20e. Vous voyez, hein, c'est complètement pelé, parce à l'époque, les densités de population humaine étaient extrêmement fortes. Quand il n'y avait pas des humains, il y avait des animaux domestiques, et dès qu'il y avait un arbre qui poussait, on le coupait. Donc c'était vraiment extrêmement tondu. Et puis là, fin du XXe siècle, vous voyez, là c'est dans la vallée de la Drôme, c'est aux mêmes endroits. Et encore, si on reviendrait aujourd'hui, là ici, ce serait peut-être encore pire. Moi-même, j'ai vu hein, dans les Alpes pas les plantations, parce qu'il y a eu des plantations, mais il y a aussi tout simplement la nature qui, comme tu l'as dit, hein, quand les humains ne sont pas là, elle se développe. Et avec eux, et avec ces arbres, ce couvert forestier, ce qui va constituer l'alimentation du loup, c'est-à-dire les cervidés, en montagne, les chamois qui ont failli disparaître hein, à cause des chasseurs, les bouquetins qui ont failli disparaître également, mais aussi des animaux qu'on avait plus l'habitude de voir en plaine, comme les chevreuils, les cerfs que l'on a vu remonter en altitude, les sangliers également, et qui ont été les signes avant-coureurs de la présence du loup, puisque pour que le loup puisse survivre, il faut qu'il puisse avoir de quoi se nourrir. Et c'est ce qui s'est produit. Une des raisons pour lesquelles les populations de cervidés, chevreuils ont augmenté, c'est parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle des plans de chasse, c'est-à-dire que les chasseurs n'ont pas été capables justement de réguler pendant très longtemps, hein, et justement c'était pas de la régulation, ce qu'ils faisaient c'était de l'extermination. Et il y a eu des plans de chasse, à partir de là, les populations ont commencé à se redévelopper. Il y a eu en effet aussi des lâchers, et puis aussi des habitudes, parce que je veux bien qu'on présente les chasseurs comme des régulateurs, mais quand on voit que d'un autre côté, ils nourrissent les animaux dans le milieu,
c'est pas de la régulation, parce que la meilleure des régulations serait de ne pas intervenir du tout. Et là, on aurait le vrai niveau, pardon ? C'est l'organisation de la chasse. Oui, et puis on aurait le vrai niveau de population que le milieu peut accepter s'il n'y en avait pas ce qu'on appelle ces agrénages. J'en ai encore vu, moi, en ce moment, j'ai une petite parcelle à Noyer, pas loin de Mignaloux. J'ai encore vu des gros tas de maïs qui étaient laissés là. Voilà, il faut savoir ce que l'on veut. Hein. Est-ce qu'il faut laisser se multiplier des animaux pour qu'on les tue Voilà. Alors, la question de cohabitation, parce que c'est un terme auquel je tiens beaucoup, hein, cohabitation, plus que coexistence. Parce que cohabitation implique un mélange aussi, un partage de territoire. C'est que on convoite des espaces. Alors, les humains sont devenus omniconvoitants, présents quasiment partout. Et puis, les humains, en ayant développé l'élevage, eh bien, ils développent des proies potentielles pour les loups qui sont des carnivores, qui sont des chasseurs. En effet, ce sont des chasseurs relativement efficaces. Je dis relativement efficaces parce que l'évolution les a menés ainsi, mais quand on voit les documentaires, on a souvent une vision biaisée de l'efficacité des prédateurs, parce qu'on les voit souvent quand ils attrapent les proies. Mais il faut bien savoir que 8 fois sur 10, ils n'y arrivent pas. Et c'est même très dangereux pour eux. Parce que un coup de corne, un coup de sabot, un coup de défense de sanglier, ça peut les blesser et les rendre handicapés et les tuer. Alors, rendre handicapé, c'est pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait penser dans la nature, c'est pas forcément un arrêt de mort, puisque notamment dans des communautés de loups, il peut y avoir aussi, comme les loups sont des animaux qui sont très empathiques, il peut y avoir aussi une forme de solidarité qui se met en place, et le fait qu'on va aider l'animal qui est en difficulté et lui permettre donc de vivre. Ça, ce sont des comportements qui ont déjà été vus, parce qu'on a souvent une vision un peu biaisée du milieu naturel où c'est chacun pour soi, c'est les plus durs qui survivent, et voilà, il n'y aurait que les humains qui seraient capables de faire preuve d'empathie. Non, ça c'est faux, et en tout cas chez les loups, ça a été plutôt bien documenté. Même si les loups peuvent être aussi des tueurs de loups. C'est ce que je dis aussi aux éleveurs, c'est que je leur dis, mais vous savez que les loups sont aussi vos meilleurs alliés, puisque dans une zone où il y a déjà des loups, s'il y a des loups étrangers qui arrivent, ils risquent leur vie. C'est très clair, ils risquent leur vie. Donc, parce que souvent on a l'image que quand on ne connaît pas, que comme nous on a développé des élevages où plus on fait rentrer de la nourriture, plus les élevages augmentent. Et puis nos éleveurs de porcs, de poules, etc., ils obtiennent des dérogations même quand c'est pas autorisé pour augmenter. Dans le milieu naturel, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que quand il y a un nombre de loups sur un territoire, eh bien c'est lié à la ressource alimentaire. Et comme cette ressource alimentaire, elle n'est pas indéfinie, le nombre de loups, il n'est pas indéfini. Si dans un secteur, le loup, c'est un animal qui va vivre en groupe d'une famille, qui correspond à une famille, c'est-à-dire un couple reproducteur, et puis la descendance, 2-3 par an, sur 250 km², 150, 250, ça dépend, à un moment, quand le nombre de loups est trop important, les loups s'en vont. Et tous les loups qui arriveraient, parce que justement, ça devient les individus pionniers, j'en reparlerai, les individus pionniers, ceux-là, quand ils cherchent de nouvelles zones de colonisation, quand ils traversent une zone où il y a une meute qui est installée, qui elle est territoriale, eh bien là, ils peuvent risquer leur vie, ils peuvent se faire tuer. Ça aussi, ça a été documenté. Ah, excusez-moi, je vous ai présenté ça, c'était juste pour vous montrer la grande diversité à l'intérieur du loup. Alors, l'espèce dont je vais parler, c'est Canis lupus. Qui est l'ancêtre du chien, comme je l'ai dit, mais qui est une des espèces qu'on retrouvait avec une des plus grandes aires de répartition, comme les humains, d'ailleurs. Alors, elle est inférieure à celle des humains, mais quand même, puisqu'on le trouve quasiment dans tout l'hémisphère nord. Alors avec des formes physiques qui peuvent être très 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 variables. D'ailleurs, comme chez les humains, vous savez qu'il y a pas mal d'études génétiques qui ont montré que les humains sont les descendants de peut-être plusieurs espèces d'humains. Chez le loup, c'est pareil. Il est possible qu'il y ait eu une hybridation avec d'autres canidés, notamment on pense au chacal ou au coyote, parce que si vous y connaissez un petit peu en termes de biologie des espèces, souvent on avait une vision un peu arrêtée en biologie des espèces, c'est-à-dire une espèce, ce sont des individus qui peuvent se reproduire et dont l'individu est fécond. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu plus compliqué que ça. Parce que par exemple, vous prenez un ours polaire et vous prenez un ours brun, c'est deux espèces différentes, vous les faites se faire des bisous, ou plus c'est affinité, vous obtenez une descendance, et cette descendance, elle est féconde. D'ailleurs, petite parenthèse ours polaire, on a le droit.
les ours polaires de maintenant sont moins ours polaires qu'il y a 120 000 ans. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a eu des périodes de refroidissement et de réchauffement, ce qui fait qu'il y a eu des moments où les ours polaires et les ours bruns, comme c'est en train de se passer en ce moment, ont eu des aires qui se sont superposées, et là, il y a eu reproduction. Et donc, il y a des gènes d'ours bruns qui sont passés chez l'ours polaire, mais parce qu'en fait, les ours polaires sont des descendants d'une branche d'ours brun qui s'est spécifiée, on pense à proximité de l'Alaska, et qui a donné l'ours polaire. Donc voilà. Les choses en termes d'espèces sont souvent un peu plus compliquées. Bon, chez les humains aussi, comme vous le savez bien, même si certains n'aiment pas trop les différences. Alors, reparlons un petit peu de la biologie du loup, parce que c'est bien de comprendre les points de départ, parce que pour moi c'est le point de départ. Alors, ce sont des animaux qui sont des animaux sociaux, comme je l'ai dit, qui sont territoriaux sur un espace, qui ont besoin d'une cohésion très très forte. Et qui la plupart du temps coopèrent, vivent ensemble et vont, si on va partir, donc il y a un moment de tension qui est très fort, c'est le moment de la reproduction, où là en revanche il y a de très très fortes tensions parce que normalement il n'y a que le couple reproducteur qui peut se reproduire, justement c'est un mode de régulation aussi de l'espèce. Une fois ce moment passé, il y a la gestation, il y a la naissance au printemps dans la tanière, et là tous les efforts de la meute vont être dédiés à l'alimentation des petits. Et puis il y a la période justement, la période printanière, estivale et l'automne où là on va, les loups vont faire le maximum de chasse, puisque après on va rentrer dans des périodes beaucoup plus dures où la chasse est plus difficile. Et puis, au moment où la meute est trop nombreuse, comme je le disais tout à l'heure, certains individus vont être amenés à partir. Et d'ailleurs, il y a en ce moment un excellent film qui est le deuxième d'une série, donc un film de mon ami Jean-Michel Bertrand, qui s'appelle Marche avec les loups, qui raconte justement, après avoir montré dans le premier opus la vie d'une meute de loups dans sa région natale, dans les Hautes-Alpes, là, il s'est intéressé dans le deuxième opus, il s'est intéressé à qu'est-ce que devenait ce jeune loup qui est amené à partir. Et alors là, on peut avoir de très grandes surprises parce que les distances parcourues peuvent être assez étonnantes, je le redirai. Alors, ces questions-là, en effet, sont des questions de partage de l'espace, je l'ai déjà dit, et de partage entre différents acteurs. Donc là, vous reconnaissez des chasseurs, mais il n'y a pas que les chasseurs et les éleveurs, parce que bien sûr, il y a les éleveurs. On oublie aussi les autres usagers de la campagne, qu'on oublie trop souvent. Des randonneurs, des promeneurs, des naturalistes, des cueilleurs de champignons, des professionnels forestiers, des interventions sur des infrastructures. Enfin, il y a vraiment divers acteurs. En tout cas, ce que montre cette question du loup en particulier et des carnivores et de la grande faune en général, c'est que à chaque fois, il est question de partage de l'espace et de multi-acteurs. Alors, le retour du loup. Comment expliquer le retour du loup ? Il n'y a pas eu de réintroduction de loup. Très souvent, dans les médias, une fois sur deux, je dois reprendre les journalistes quand je suis interviewé, qui me disent alors la réintroduction du loup. Je dis, il n'y a pas eu de réintroduction du loup, contrairement à Yellowstone. En effet, en Amérique du Nord, il y a eu une réintroduction de loup. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement compliqué. Et toutes les enquêtes sérieuses qui ont pu être menées ont montré qu'il n'y a vraisemblablement pas eu de réintroduction. Alors comment on explique ça ? Simplement, les loups ont été exterminés. Je vous l'avais dit, milieu du XXe siècle, il n'y a plus de loups en France. On a réussi à tous les tuer. C'était pas facile, mais on y est arrivé. Il faut bien voir qu'on a mis un gros effort, notamment au XXe siècle, la diffusion des armes à feu, du poison et aussi la quasi-disparition de leurs proies ont fait que les loups ont été complètement éradiqués. Il y avait une politique aussi volontariste de l'État français, notamment sous la Troisième République, où des primes très généreuses incitaient à éliminer du louveteau à la louve et en passant par les mâles. Et les primes pouvaient parfois représenter plusieurs semaines, voire plusieurs mois de revenus, donc c'était intéressant.
Il y avait aussi des missions entre guillemets sanitaires, puisqu'à l'époque, vous savez que jusqu'au 19e siècle, début 20e siècle, le loup pouvait être vecteur de la rage. Donc il y avait aussi ce motif-là sanitaire. Il y avait le motif risque pour les troupeaux, et puis il y avait aussi le risque sanitaire qui était, qui était réel. D'ailleurs, c'est je pense, une des véritables origines de la peur du loup, c'est ces loups enragés qui attaquent, qui étaient susceptibles d'attaquer les gens en plein jour, parfois au milieu du village, et pouvoir mordre plusieurs personnes, et d'ailleurs transmettre la maladie à des gens qui allaient mourir dans des souffrances ensuite atroces. Je pense que le traumatisme de la peur du loup il est là, plus que la prédation. Alors je n'exclus pas le fait, évidemment, que des loups aient pu tuer des êtres humains, des jeunes enfants ou des personnes dans des situations particulières. C'est quelque chose qui est possible. Le loup est un animal qui en est capable, mais qui en a la capacité physique, mais c'est un animal qui est très craintif, qui est extrêmement craintif, comme la plupart des animaux sauvages. Et à l'heure actuelle, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'heure actuelle, dans toutes les zones où il y a des loups et des êtres humains, on n'a pas vraiment documenté des attaques de loups sérieusement sur des êtres humains. Historiquement, c'est documenté. Mais bon, on pourra toujours, éventuellement, il y a un débat là-dessus. En tout cas, ce qui est très clair, c'est les attaques de loups sur humains, de loups enragés sur humains. Ça, c'est véritablement avéré et c'est une véritable source de traumatisme. Donc les loups, disparus de France. Mais ils ont beaucoup régressé en Italie, mais ils ont toujours survécu. Et dans les années 70, en 71, il est protégé en Italie. Notamment, il y a un noyau ici dans le massif des Abruzzes, au cœur de l'Italie, où il va y avoir quelques individus. 73, en même temps, il y a un parc national qui est créé dans les Abruzzes, et à partir de là, l'espèce est protégée, il y a un parc national, l'espèce va recoloniser l'Italie vers le sud et vers le nord, et vous voyez, à la fin, au début des années 90, les loups sont dans le nord de l'Italie, et ils font leur retour dans les Alpes, alors dans une zone où, vous voyez ici, il y avait une concentration de parcs nationaux, de réserves, de parcs naturels régionaux. Alors, c'est pas parce que les loups ont été attirés par ces parcs. Non, c'est qu'on a fait ces parcs et ces réserves parce que c'était des zones à faible densité avec moins d'enjeux humains, sauf peut-être les stations de sport d'hiver à la Vanoise. C'est pour cela. Mais disons qu'il y avait quand même aussi l'avantage de ces parcs nationaux, c'est qu'il y avait des populations de chamois. Il y avait des populations d'ongulés, notamment de mouflons, le mouflon dit méditerranéen, qui ont représenté un apport alimentaire tout à fait intéressant pour les premiers loups. Alors parlons, si on voulait, on parlait du mouflon. Il faudrait que je mette des photos de mouflons. J'aurais dû mettre une photo de mouflon, toutes mes excuses. Alors le mouflon, mais je vais vous le mimer, c'est bien aussi. Ah voilà. Alors le mouflon, en fait le mouflon, c'est l'ancêtre sauvage du mouton. Pour vous faire simple, le bouquetin, c'est celui qui est l'ancêtre sauvage de la chèvre. Le bouquetin, celui qui a les grandes cornes dressées comme ça, très souvent. Le mouflon, lui, il a les cornes qui roulent comme ça, voilà. Et ça ressemble au bélier. Mais c'est l'ancêtre sauvage du mouton. Alors, naturellement, il n'était pas présent dans les Alpes. Il était présent en Corse. D'ailleurs, c'était le mouflon de Corse. Mais même ce mouflon de Corse, en fait, qui est une espèce sauvage, en fait, on pense que c'est une espèce qui est redevenue sauvage. C'est-à-dire qu'en fait, ces mouflons-là, en fait, il est le descendant d'un mouflon du Moyen-Orient qui est en fait l'ancêtre du mouton. Parce que le mouton, en fait, c'est le descendant du mouflon qui a été domestiqué au Moyen-Orient. D'accord ? D'ailleurs, la plupart de nos animaux d'élevage, souvent, ont des origines étrangères, comme nos plantes. Si on devait enlever de notre alimentation les plantes ou les animaux, pour ceux qui en mangent, qui ont des origines étrangères, on ne mangerait plus grand-chose. Parce que même le porc qui est élevé ici, certes le sanglier c'est un de ses ancêtres sauvages, mais en fait c'est plutôt l'équivalent sauvage en Asie qui a été domestiqué, qui en est l'ancêtre, qui a été ensuite recroisé aussi avec le sanglier européen pour certaines races. Donc le mouflon, lui, il était présent en Corse et les chasseurs ayant quasiment tout exterminé dans les Alpes, notamment le bouquetin, qui a failli disparaître, et les chamois, ont introduit ce qu'on appelle le mouflon méditerranéen, qui sont en fait des mouflons de Corse, qui ont voyagé dans divers parcs, notamment dans le parc de Chambord, dans certaines zones, où ils ont été recroisés avec d'autres espèces de mouflons, parfois avec des races de moutons rustiques.
Faisons un animal qui est plutôt adapté à l'extérieur, donc assez intéressant, et qui a été lâché dans plusieurs endroits des Alpes, notamment dans les Alpes du Sud, où il s'est plutôt bien acclimaté, sauf lors des périodes de grande neige. Contrairement aux mouflons, aux bouquetins et aux chamois qui sont bien adaptés, puisque de toute manière le bouquetin lui est très haut en montagne, donc lui il va dans la rocaille et très adapté. Le chamois pareil, il est adapté à tous ces types de milieux. Le mouflon, comme il est originaire du Moyen-Orient, il est originaire des montagnes qui peuvent être froides, certes, mais plutôt sèches, avec moins d'enneigement. Et ce qui fait qu'en fait, quand le loup est arrivé dans ces zones-là, il a fait un carnage sur les mouflons. Mais déjà, alors du coup les chasseurs ont dit les mouflons sont exterminés à cause des loups. Alors d'une part, le mouflon n'était pas une espèce locale, mais bon, ça c'est pas très grave en soi. Mais une des raisons pour lesquelles les loups se sont particulièrement attaqués aux mouflons, c'est que dans le milieu naturel, c'était les moins adaptés. Et d'ailleurs, moi qui avais mené des enquêtes à la fin des années 90, quelques années auparavant, il y avait eu de très fortes mortalités de mouflons, mais ce n'était pas à cause des loups, c'était à cause des tempêtes de neige. Il y avait une population de mouflons qui a été divisée par 2 une année à cause des tempêtes de neige. Donc ça montrait bien que l'espèce était vraiment maintenue à bout de bras grâce aux chasseurs, et les loups en ont profité. D'ailleurs, ça a eu un effet sur les populations de mouflons, puisque ça a changé complètement même leur physique, jusqu'à leur physique, puisque les populations se sont réduites, mais les hardes se sont réduites. Et c'est un petit peu ce que tu expliquais sur Yellowstone, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi une influence sur la population. Même le physique même des mouflons ont changé. On vous trouvait avant des mouflons avec des cornes un peu en vrac, etc. Ça, tout cela ont disparu. Tous ceux qui étaient les moins, on va dire, adaptés à la prédation du loup ont disparu. Maintenant, la population est à peu près stable. Bref, tout ceci explique le fait que les loups se sont plutôt bien plu dans le secteur. Et à partir de là, eh bien, ils ont colonisé une bonne partie, voire quasiment tout le massif alpin, et puis ça continue. Ici, je vous ai mis une couverture que moi j'avais vue à l'époque, quand j'étais tout jeune. Bienvenue au loup, c'est la couverture du magazine que vous connaissez peut-être, qui est Terre sauvage. Il revient en France. C'est le numéro d'avril 1993, avril-mai 1993, moment de la reconnaissance officielle, puisque la date que l'on admet très souvent, c'est novembre 1992. L'année prochaine, ça fera 30 ans. Novembre 1992, lors d'un comptage d'ongulés, c'est-à-dire de chamois, de mouflons, dans le parc du Mercantour. Donc dans le parc du Mercantour, eh bien, il y a des agents du parc qui comptent et qui voient deux canidés étranges qui contournent les troupeaux, qui semblent les chasser. Mais ils ne le disent pas, parce que d'une part, au moment où ils constatent ça, il y a des chasseurs à côté d'eux, parce que les comptages se faisaient aussi avec la Fédération des chasseurs, donc ils ne le disent pas. Et puis il y avait des tensions avec leur direction, donc ils passent directement par un service du ministère de l'Environnement de l'époque, et ils vont calmer le jeu, ils disent d'abord on va vérifier. Et puis début 93, on découvre le cadavre d'un loup dans un couloir d'avalanche, mort à cause d'une avalanche. Là, il y a des analyses qui sont faites et on en est sûr, et 2 mois après, il y a l'annonce qui est faite, et à partir de là, puis en même temps, à partir de là, les attaques de loups vont aussi se développer sur les troupeaux localement. Donc on ne pourra plus faire comme si le loup n'était pas là. De toute manière, en général, quand les loups sont dans un secteur, ils peuvent passer inaperçus, mais il y a souvent des indices qui peuvent témoigner de leur présence. Donc vous voyez, 10 ans après, il est présent dans toutes les Alpes du Sud, une partie des Alpes du Nord, déjà identifié dans les Pyrénées orientales, et vous allez comprendre pourquoi. En 2011, il fait son apparition dans le Massif central, et on ne le voit pas ici, mais dans les Vosges également. On le voit ici, là, 2016, il est présent dans les Vosges, tout le sud du Massif central, dans les Pyrénées, et dans quasiment tout le massif des Alpes. Et là, maintenant, tout à l'heure, je vous montrerai une carte où on voit que des individus pionniers ont été découverts même ailleurs. Tout à l'heure, je parlais de la proximité de Saint-Nazaire. Alors ça, c'est justement la carte de présence du loup historique qui a été faite par un écologue historien qui s'appelait François de Beaufort. Donc le loup, c'est un animal qui naturellement était présent sur tout le territoire. Fin 18e, il est présent partout. Et puis la pression humaine fait qu'il va se réduire ici et là. Vous retrouvez la carte là, de 1908. Très souvent, les périodes de guerre ont été des périodes de répit pour les loups, puisqu'on a mis moins
de temps et d'efforts à les exterminer. Et puis même du temps où il y avait les grandes batailles avec les cadavres, c'était même des moments qui pouvaient être intéressants pour les loups parce qu'il y avait des cadavres à manger. Bon, pendant la guerre 14-18, il n'y avait plus de loups dans le secteur ou quasiment plus, donc je pense que là, ça. Puis même, c'est des guerres où il y a tellement tout qui est détruit qu'il n'y a plus de faune sauvage. Et puis, donc voilà, c'est ce que j'expliquais, hein, donc piégeage massif, chasse. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de louvetier, la louveterie. Hein, la louveterie qui a son origine même dans le nom, hein, étymologiquement, le loup, c'était forcer la bête fauve. Son origine remonterait à Charlemagne, même si le corps a été institué par François Ier. Il a été brièvement supprimé sous Louis XVI, à partir de Louis XVI, et puis il a été recréé sous l'Empire pour justement réguler les populations de loups, mais de bêtes fauves, c'est-à-dire les ours aussi et les sangliers qui pouvaient poser problème. Et depuis le début des années 2004, hein, au moment où les tirs de loups sont redevenus légaux, eh bien, on a fait appel aux louvetiers qui ont renoué avec leur tradition ancestrale. On voit pas la Corse sur les cartes. Oui, non, il n'y avait pas de loup présent sur la Corse. Enfin, pas de loup présent en Corse, non. C'est une bonne question que tu poses là. En tout cas, à la période historique, enfin, je parle de la période historique, je ne parle pas de la période paléontologique, je ne sais pas. Mais à la période historique, une île comme la Corse, ouais, je ne sais pas. En fait, c'est une île. Donc, pardon ? C'est une île, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Parce que c'est pas une île qui communique. Alors après, dans les périodes de glaciation où les surfaces de terre sont plus importantes, mais à mon avis, il n'y est pas. D'ailleurs, si vous suivez un petit peu les débats, vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle espèce qui aurait été découverte, le chat-renard corse. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? J'ai encore vu un article là-dessus. Il y a un agent, je crois, de l'Office français de la biodiversité, ex-Office national de la faune sauvage, qui s'étale dans tous les médias sur la découverte d'une nouvelle espèce de chat sauvage qui serait typiquement corse, le chat-renard corse. Et en fait, moi j'avais lu cet article-là, je dis « Oh tiens, c'est intéressant, bah oui ». Et en fait, il se trouve qu'une fois j'étais dans un comité de scientifiques et avec une chercheuse du muséum, et elle me disait, le gars là, il se fait plaisir parce qu'il est corse. Et en fait, ce chat-renard là, en fait, c'est comme le mouflon de Corse. En fait, c'est un descendant du chat. C'est pas une espèce locale, c'est un descendant en fait des premiers chats africains. Parce que en fait, les petits tueurs en série dont tu parles, ils sont pas descendants de Félix sylvestris, qui est l'espèce européenne, c'est-à-dire le chat sauvage qu'on trouve, enfin qu'on trouvait massivement ici. C'est Félix libica. En fait, c'est un cousin qui est un chat africain qu'on trouvait au Moyen-Orient, en Égypte. Voilà, c'est ça. Tes petits chats, en fait, ils sont descendants de ceux-là. Là. Et en fait, ce chat-renard corse, il est descendant de Félix libica, mais des premiers chats qui ont été domestiqués. C'est pour ça qu'il a retrouvé des caractères. Quand on voit, il a des crocs assez importants, etc. Il est un peu roux, etc. Et c'est intéressant. Hein. Mais en fait, c'est pas du tout une espèce locale corse. C'est une espèce on appelle ça une espèce féralisée. C'est-à-dire que c'est une espèce qui, comme on voit certaines chèvres, vous savez, des fois, des chèvres repartent dans la nature, etc. Ou des chevaux, par exemple les Mustangs américains, c'était des descendants de chevaux domestiques qui échappaient des Espagnols et qui sont redevenus sauvages. Ça, c'est des espèces féralisées. Bah, ce chat-renard-là, en fait, c'est le cas. Je ne sais plus pourquoi je vous racontais ça, mais oui, c'est ta question sur la Corse qui m'a lancé là-dessus. Voilà. Mais tu vois, comme quoi, hein, en Corse, hein, c'est intéressant. Et ce matin, j'ai lu ça et ça m'a un petit peu agacé. Je dis, ouais, le gars, il se fait plaisir, quoi. Mais bon, c'est pas grave. C'est tellement beau, la Corse. Voilà, c'est un Corse. Non, mais bon, c'est beau aussi, la Corse. Bref, j'y suis jamais allé, mais hier j'ai regardé un documentaire dessus, donc ça m'a encore fait envie. Bref, donc ce qui est important quand on travaille sur le loup, quand on s'intéresse au loup, c'est de voir aussi le changement social et juridique. Vous avez vu, je vous ai raconté la mauvaise image historiquement que le loup a eue. Et il y a eu des changements qui se sont produits. Alors, ça ne veut pas dire que certaines personnes n'ont toujours pas une mauvaise image du loup, notamment dans le milieu agricole. Mais il y a eu un changement social et juridique parce qu'il est passé de la conception même législative d'une nuisible à abattre à un carnivore social, et notamment parce qu'il y a eu des études scientifiques qui ont été menées, qui ont dédramatisé, qui ont essayé d'apporter des choses sur un animal sur lequel on ne savait pas grand-chose, comme sur la plupart des animaux sauvages. En général, en fait, on ne sait pas grand-chose. On arrive par petites bribes à apprendre des choses, et on a découvert notamment que c'était
C'était un carnivore social, et il a été protégé sur le plan européen par la Convention de Berne, qui date de 1979, ratifiée par la France en 90, et par la directive Habitat, Habitat Faune Flore, pour son petit nom complet, qui date de 1992 sur le plan européen, ce qui fait que l'espèce, elle est strictement protégée, mais avec des dérogations. Voilà. Et vous verrez que les dérogations, il y en a des dérogations. Là, pour le loup, là, on peut dire qu'il y en a. Donc, comme quoi, on peut avoir une espèce qui est strictement protégée et qui, proportionnellement, est peut-être plus tuée que certaines espèces chassées. Alors, justement, j'en reviens à la colonisation du loup par la France. Alors, on n'avait pas véritablement de preuves. On savait, quand on connaissait la biologie du loup, on se disait, c'est possible que les loups reviennent. Mais on n'en avait pas la preuve tangible. Jusqu'au jour où un loup est renversé. Il est renversé à proximité de Parme, voilà, lieu de collision, voilà, c'est ça. Hein. Lieu de collision, le loup, il est soigné pendant quelques semaines, quelques jours, et puis on décide de le relâcher. Alors on va le relâcher dans les montagnes, on doit le relâcher, je vois plus bien, je crois que c'était quelque part par là. On le relâche dans les montagnes, non, ici, j'avais pas bien vu. Voilà, on le relâche ici, bien au nord, dans une zone, montagne en Émilie-Romagne, et puis on le suit, voilà, pour voir où il va. Et puis on retrouve sa trace ici, on voit qu'il descend comme ça, et ensuite puis il remonte, il va en Lombardie, au Piémont, comme ça, il traverse, il passe vers la Ligurie, il traverse la frontière, et on le retrouve identifié dans le Mercantour. Et ça en l'espace de 6 mois. Et en fait, il venait incarner ce que déjà des spécialistes, des biologistes italiens disaient depuis le début des années 90, moi j'ai trouvé des textes là-dessus, où dès 91, des spécialistes italiens qui disent, qui contactent des scientifiques et qui disent vous devriez faire attention parce qu'il y a des chances pour que vous ayez les loups. Si bientôt, ou peut-être ils sont déjà là. Il faut voir aussi qu'en 1992, quand je vous ai dit la première fois qu'on les identifie officiellement, il faut bien voir qu'en fait, il y a eu d'autres signes avant-coureurs, des précurseurs. En 87, dans un village du Mercantour qui s'appelle Fontan, il y a un loup qui a abattu. Les gens pensaient que c'était, je ne sais pas ce qu'ils pensaient que c'était un chien ou un dernier loup. Enfin, à l'époque, le statut n'était pas stable, donc on l'a tué. Et puis en 80, je crois que c'est en 91, à Asprey-les-Corps, 91 ou 92, pareil, il y a une bête, on a appelé ça la bête d'Asprey-les-Corps, qui se fait tuer parce qu'elle cartonnait un élevage. Et au moment où on a tué l'animal, on a découvert que c'était un loup. Et à chaque fois, quand on a fait les études génétiques, on a découvert que c'était des loups de souche italienne. Et en fait, c'était des pionniers. Et lui, c'en était un aussi. D'ailleurs, pour la petite histoire, il a été tué, mais il a été vraisemblablement tué par d'autres loups, par les loups qui étaient déjà en place dans le Mercantour. Alors, comment on peut expliquer ça ? Il y a eu une étude suédoise sur quelques meutes qui avait fait une évaluation de ce que devenaient les jeunes loups, et avait équipé tous les jeunes loups. Et 40% des cas partaient entre 200 et 1000 km. Et puis, il y avait 10% des cas qui avaient fait plus de 1000 km. Et puis, on a découvert donc en Allemagne qu'une louve qui a été équipée a fait 1500 km, elle s'est retrouvée en Biélorussie. Le record, c'est le périple du loup Slavsko, qui était un loup, alors lui en plus de souche balkanique, c'était pas la même souche que la souche italienne, bon c'est la même espèce, mais c'est des souches qui avec la chasse ou les glaciations se sont retrouvées isolées, donc qui ont un petit peu, des évolutions génétiques un peu différentes, mais c'est la même espèce. Slavko, lui, il a fait plus de 2000 km, il a fait 2200 km et il s'est retrouvé en Italie. D'ailleurs, il a trouvé une belle italienne et ils ont eu des petits, apparemment. Encore un. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, à l'heure actuelle, quand les journalistes m'appellent et me disent on a trouvé un loup en Seine-Maritime, il y a un loup dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a un loup en Loire-Atlantique, est-ce que c'est étonnant ? Moi je leur dis non, c'est pas étonnant. Quand on connaît la biologie du loup, c'est pas étonnant. Parce que autant, comme je vous l'ai expliqué, les groupes, ils sont sédentaires, mais autant les jeunes individus, ils sont tout azimuts et ils peuvent faire… Un loup en 24 heures, ça fait 100 km. Ça peut faire 100 km. C'est pas pour rien que les Inuits
ont très régulièrement recroisé leurs chiens de traîneau avec des loups pour leur redonner l'endurance. Parce qu'un loup, ça peut ne pas manger pendant une semaine. Hein, d'ailleurs, dans les zoos, ou là où ils ont les animaux captifs, ils les nourrissent, dans le meilleur des cas, tous les 2 jours, voire tous les 3 jours. C'est les chiens qu'on a habitués, par la domestication, qu'on a habitués à manger à peu près quotidiennement, mais un loup, ça peut rester une semaine sans manger. C'est normal quand on voit l'irrégularité justement des proies. Hein. Et puis du coup, on peut les retrouver ensuite dans des zones tout à fait étonnantes. C'est pour ça que certains ont dit, mais oui, ils sont tombés du camion, on les lâche par hélicoptère, etc. Oui, parce que lâcher par hélicoptère, bon, ça va être un peu compliqué. Enfin, vous me direz, après la dernière réintroduction, plus rien ne me fait peur, parce que quand je faisais déjà mes enquêtes, vous savez, vous avez peut-être entendu parler des rumeurs sur les lâchers de vipères. Ça, c'est connu, hein, les lâchers de vipères par hélicoptère, etc. Et ben moi, dans les Pyrénées, on m'a raconté qu'il y avait eu des lâchers de vipères et des lâchers d'ours par hélicoptère. Alors, je me souviens, ça faisait marrer tout le monde, des lâchers d'ours par hélicoptère. Alors bien sûr, on imagine les ours, on ouvre la caisse et puis on balance les ours. Sauf que ça a vraiment été fait. En 2018, quand les ours ont été réintroduits, les anti-ours avaient mis une telle pression que c'est des commandos militaires qui ont lâché des ours vraiment par hélicoptère. Pour le coup, c'était vrai. Là, c'était pas caché. C'est filmé hein, et là-dessus parce que comme les anti-ours avaient bloqué tous les accès principaux, eh ben, il y a des commandos en hélicoptère qui ont pris les ours, qu'ils ont mis dans des espèces de petites de boîtes. Alors bien sûr, là, ils ont atterri, ils ont laissé que la boîte elle soit au sol et ils ont, par un système de clapet, ils ont ouvert. Ils n'ont pas balancé les ours comme ça. Hein. Non. Bon, j'en reviens au loup. Hein, et vous voyez là, pauvre loup, renversé à Bourg-les-Valences. Alors Bourg-les-Valences, c'est là. Je ne sais pas si vous voyez. Hein, c'est ici. Donc moi je me souviens, j'ai déjà pris le TGV dans le secteur. C'est entre la gare TGV et le péage. Il y a d'ailleurs un arrêt de car. Moi j'avais pris le car. Je me souviens, je vois le car, je vois Bourg-les-Valences. Ben voilà. D'ailleurs vous voyez là, le péage est juste à côté. Pourquoi ? C'est pas quelqu'un qui est tombé du camion, quoi. C'est pas du tout ça qui s'est produit. C'est que les loups en fait, ils passent, ils cherchent. Et le film de Jean-Michel Bertrand le montre bien. Alors c'est un peu reconstitué certes, hein, mais il le montre très bien. Et les gens souvent ils font pas gaffe, ils font pas attention parce qu'ils peuvent très bien le confondre avec un chien. Ils peuvent très bien le confondre avec un chien vu de loin. En plus les loups se déplacent principalement la nuit ou le matin tôt ou la nuit tard. Et très régulièrement, on a des loups qui meurent dans des conditions comme ça. D'ailleurs, il y a un loup qui a été tué dans la Vienne, qui est mort dans la Vienne, à la Toussaint-Rémy. Il a été renversé par un train. Et ça, c'est fréquent. C'est des choses qui arrivent. Et d'ailleurs, hélas, c'est comme ça souvent qu'on sait que le loup est là. Sinon, on ne le savait pas. Justement, on va revenir un petit peu à notre zone. Là. Vous voyez, notre zone d'étude, en ce moment, où on travaille, c'est le Mont-Morillonnais. C'est le secteur de Montmorillon, si vous connaissez. Donc, c'est ici. C'est dans ce secteur-là. Et cette carte, elle montre, elle a été faite par Élodie Massiot, avec qui je collabore, donc étudiante en master, que j'aimerais faire poursuivre en thèse. Là, ici, c'est là où tu bossais, c'est la communauté de communes entre Vienne et Gartempe, voilà, la CCVG. Donc une zone qui est une grande zone d'élevage. Et tout ce que vous voyez là, les petits carrés de toutes les couleurs, c'est les présences officielles depuis les années 90, là où le loup a été identifié. Et dans notre région, il faut bien voir qu'il a au moins été identifié déjà 3 fois, puisqu'il y a le loup mort en mars 2021. Il a été identifié aussi en Charente, de mémoire en janvier 2020, et en Charente-Maritime, pas très loin de Mortagne-sur-Gironde, dans les vignes, c'était en novembre 2019. Voilà. Donc, pareil, les journalistes, ils m'appellent et ils me disent un loup dans les vignes, qu'est-ce que ça fait dans les vignes ? Bah oui, il passait par là, que vous voulez que je le dise. C'est comme le loup dans Pyrénées-Atlantiques, dans à côté de Saint-Nazaire, il a été retrouvé à quelques centaines de mètres de la mer. Bah oui, mais les loups, ils ne sont pas inféodés à la montagne. Oui ? Et les loups qui sont ceux d'ici, ceux qui sont dans le nord-est, là, tout ça, c'est des descendants des loups italiens de... Ouais, c'est la souche, pour le moment, c'est la souche, on appelle ça la souche italo-alpine, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, est en train d'arriver par l'est une nouvelle souche ici, qui est la souche d'Europe centrale, comme les loups allemands, qui eux-mêmes viennent de Pologne, de Biélorussie, dans tous ces coins-là. Et là, c'est une autre souche de loup. Et pour la première fois, je crois que c'est au début de cette année 2021, il y a un loup qui a été tué d'ailleurs, qui a été abattu dans les Vosges, qui lui est de souche d'Europe centrale. C'était la première fois qu'on changeait de cette souche-là, qui maintenant est devenue
Bah, maintenant, ça fait presque 30 ans qu'elle est en France, quoi, donc ils se reproduisent même en France. Hein. Là, on part tout seul. En fait, c'est pour ça que les loups peuvent aller tout azimut et parfois ça peut donner sur rien. Parce que moi, par exemple, je sais que je connais bien ici, ça fait des années que le loup, depuis la fin des années 90, que le loup il est identifié dans les Pyrénées-Orientales, mais apparemment c'est que des mâles. Et qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qui leur prend? Ils s'en foutent de partir tout seul. Ah non, ben non, parce qu'ils vont pas. Alors, ils vont pas partir avec leur sœur. Eh oui, sur le plan génétique, vous voyez, c'est pas terrible. Donc je pense que dans l'équilibre biologique, les choses ont été plutôt faites de manière. Bon, je ne veux pas parler de mais voilà, il y a des équilibres qui se mettent en place. On parlait d'équilibre, et il va pas partir avec sa sœur, parce que si dans la meute, il y a de fortes chances pour que c'est une fratrie. Non, ils partent tout seuls. Et en revanche, il faut qu'ils tombent sur un partenaire du sexe opposé. Et là, ils vont se trouver, quand ils sont dans une même zone, encore faut-il qu'ils se trouvent. Mais une fois quand il y a un loup, ils vont se sentir à plusieurs centaines de mètres, même kilomètres, ils peuvent se sentir, hein, de toute manière. Hein. Il y a un tel odorat, le loup, que voilà. Et là, ils peuvent se faire des bisous et ensuite créer une nouvelle meute. Mais ici, apparemment, dans les Pyrénées-Orientales, apparemment, il n'y aurait que des mâles. Donc Ouais. il n'y a pas de meute qui se développe. Bah non. Alors, peut-être qu'il y a des meutes, mais des copains, quoi. Je sais pas, ils sont passés dans le marais, puis après ils sont venus là, je sais pas. Oui, mais peut-être qu'il y en a eu. Peut-être qu'il y en a eu et qu'on les a pas vus. Mais en tout cas, moi je connais bien le secteur parce que j'ai un très bon copain à moi qui a été celui qui a repéré les loups et qui les suit, etc. Et apparemment, ils n'ont jamais identifié de reproduction dans ce secteur-là. Alors peut-être qu'on n'a pas eu les éléments, ils ont été éliminés, etc. Ou peut-être, je sais pas. Mais ce qui m'étonne, c'est que quasiment tout le temps, on a des preuves de présence depuis la fin des années 90. Donc ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans quand même. Un loup dans la nature, en moyenne entre 5 ans, entre 5 et 8 ans. Ouais, c'est tout, ouais. Ouais. 10 ans, c'est très vieux, hein. 10 ans, c'est très vieux. Bah, en fait, un chien, ça vit une dizaine d'années. À peu près, en gros, mais parce que ça peut vivre plus longtemps, oui, bien sûr, surtout quand ils sont petits, oui. Mais voilà, mais parce que entre les accidents, la chasse, les interactions avec les autres meutes, le fait de trouver de la nourriture ou pas, voilà, c'est fait que là, je lisais tout à l'heure un article sur Yellowstone et il disait que l'espérance de vie des loups au Yellowstone, c'est 3-5 ans. 3-5 ans. Donc dans le milieu naturel. Il y avait une louve, par contre, il y avait une vieille louve qui avait vécu 12 ans et qui était en forme, mais elle a été tuée parce qu'elle est sortie du parc et elle a été tuée. Donc voilà, donc bien sûr ça peut être plus, hein. Mais voilà, donc moi je pense que les loups, c'est entre 5 et 8 ans. Il y a 2 ans, je crois que c'était c'était dans un camping à Hyères, je crois. Je ne sais pas si c'était dans le camping ou si c'était dans les Pyrénées-Orientales, je ne sais plus. C'était peut-être dans les Pyrénées-Orientales, il y a un vieux loup qui est arrivé, mais Kakoshim, il est arrivé près d'une dame, et il était comme ça, il tenait plus sur... elle a essayé de lui donner à boire, mais le loup, il est tombé mort. Et après, ils ont fait l'autopsie, vieillesse. Il est mort d'inanition et de vieillesse. Donc voilà, ce sont des choses qui arrivent. Alors, en fait, c'est un jeune, parce qu'il y a trop de tension dans la meute, il y a beaucoup trop de tension, et surtout la tension de reproduction. Et il ne va pas se reproduire avec sa mère ou sa sœur. Voilà, donc dans ce cas-là, les tensions sont trop fortes. Ah non, c'est femelle aussi, ça peut être les femelles aussi qui partent. Parce que si vous voulez, la femelle dominante, elle met la pression sur toutes les femelles, pour pas qu'elles se reproduisent. Et les mâles, ils mettent la pression sur tous les mâles. Et chez les loups, souvent, entre les deux, c'est souvent les louves qui sont dominantes. C'est-à-dire dans les couples, c'est souvent les louves qui sont dominantes. On les voit souvent, c'est souvent elles qui sont en tête des meutes, c'est souvent elles qui prennent des initiatives, etc. D'après les copains qui suivent les loups, c'est souvent un phénomène qui revient. C'est souvent les femelles qui sont dominantes. C'est fréquent dans le monde animal, enfin ça arrive dans le monde animal. Ça. Est-ce que les meutes sont composées toujours à peu près du
À peu près, oui. Alors ça dépend. Bah, c'est sous nos latitudes, ça va de 2 à 5. Ouais. Ouais, de 2 c'est le minimum, c'est le couple. Et puis à 5, mais ça peut aller, des fois ça peut être plus, notamment à la fin de l'été. Quand il y a eu des petits, des fois ça peut aller 7, 8, 9, 10. Ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver à 7. À la fin de l'été, voir une meute à 7, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y en a qui sont surprises, plein de loups. Et en fait, c'est ces meutes-là dont certains individus, on leur fait comprendre qu'il y en a trop et ils partent. Voilà, c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils partent. Oui, bien sûr, la pression alimentaire, parce que justement, il n'y a plus assez à manger. Oui, c'est vrai, il y a la pression alimentaire, il y a la pression sexuelle et il y a la pression alimentaire, c'est vrai. Des tensions, en gros, c'est des tensions. Attendez, justement. Là, c'était pour justement des loups partout en France. Point d'interrogation. Ça, c'est une photo qu'on m'a envoyée. C'était le 26 décembre, vous voyez, 2017. Donc fin 2017. On m'envoie un copain naturaliste, il me dit on a des pièges photos dans le Marais Vernier, dans un parc naturel. On a pris 3 photos d'un canidé, il m'a dit tu regarderas, c'est quand même bizarre. J'ai envoyé un spécialiste de l'OFB. Alors c'était que des photos comme ça, 3/4, mais je ne vous les ai pas toutes montrées. Et c'est vrai qu'au niveau de la queue, de la tête, etc., on aurait vraiment dit un loup. C'était en Normandie, Marais Vernier, je ne sais pas si vous voyez le Marais Vernier, c'est les anciennes boucles de la Seine, c'est au sud du Havre. Vous voyez, hein, c'est pas loin entre Honfleur, Le Havre, c'est dans ces secteurs-là. Dans des zones, on se dit, mais qu'est-ce que vient faire un loup ici, hein? Et puis, en août 2019, en Beauce, en pleine Beauce, alors c'est pas non plus l'agriculture la plus riche en biodiversité auquel on pourrait s'attendre, hein. Et bien pourtant, un loup photographié, là, il a été repris d'ailleurs 1 an après. Dans ce secteur-là, il y a un loup aussi qui a été vu. Ça, c'est le fameux loup de Charente-Maritime, hein. Donc d'aller sur à Saint-Thomas-de-Connac, il y en a qui sont peut-être de ce coin-là, hein. Et puis ça c'est le fameux loup qui a été renversé dans la Vienne le 17 mars 2021. Ce qui est assez cocasse, c'est que l'après-midi j'étais en visio avec le conseil régional pour obtenir un financement pour mon étudiante. La visio a été programmée depuis longtemps, hein. Et le matin même, un copain m'envoie l'info et me dit ça. Bon, je ne vous cache pas qu'on a obtenu le financement, hein. Personne il dit c'est peut-être moi qui ai buté un loup puis je l'ai amené là-bas exprès, évidemment, hein. Donc souvent les loups ils sont alors justement tout à l'heure c'est intéressant ce que disait David sur on ne sait pas trop comment c'est compté, c'est pas bien compté, etc. Alors bien évidemment vu que ce sont des animaux sauvages et que ce sont des animaux extrêmement discrets, c'est hyper difficile. Mais en fait on a des experts et des scientifiques qui ont essayé de mettre au point des techniques, ce qu'on appelle de capture, marquage, recapture. Notamment fondée sur une capture indirecte par des indices et des traces. Donc les indices, ça va être quoi? Ça va être des traces de poils, des crottes, parce que grâce aux crottes, vous n'avez pas idée, peut-être vous avez idée d'ailleurs, de toutes les informations qu'on peut retirer sur le plan, bien sûr de l'alimentation, mais aussi de la génétique. C'est comme ça qu'on arrive à connaître la génétique, rien qu'avec des crottes. C'est des vraies cartes d'identité. Quand on a des poils, c'est encore mieux, et ça peut arriver. Bien sûr des pistes, et notamment la neige, dans les Alpes c'est plus facile, dans les zones de montagne ça aide. Les pistes, les témoignages visuels aussi qui sont pris en compte. Alors bien sûr il y a un phénotype, un type physique qui est bien clair. Les cadavres, et oui, les cadavres aussi. Donc tout ça font que... Ah oui, puis il y a une autre technique aussi d'avoir des éléments, c'est ce qu'on appelle le wolf howling, c'est le hurlement provoqué. C'est-à-dire on hurle dans une zone et on écoute. Et il y a des experts qui arrivent à savoir à peu près combien il y a de loups en entendant les différents nombres de voix. En tout cas, on sait qu'il y a un groupe, en tout cas, et en recroisant tout ça, on sait s'il y a reproduction, parce que les louveteaux n'ont pas la même voix, donc, parce que les louveteaux ils répondent aussi, hein. Les hurlements c'est très intéressant, hein, chez les loups, hein. On ne connaît pas trop justement la fonction de ces hurlements, on pense que c'est une affirmation territoriale, c'est-à-dire que justement les loups vocalement, voilà, balisent vocalement, exactement. Et puis, on pense aussi que c'est un moment de communion. C'est-à-dire que les loups, c'est communicatif, c'est très communicatif, hein. C'est d'ailleurs pour ça que ils le font tous ensemble, etc. Donc voilà, il y aurait ces raisons-là. Et donc ça aussi, ça permet d'avoir des éléments. Et grâce à tout ça, une fois qu'on a croisé tout ça, il y a aussi bien sûr les indices qu'on a grâce aux attaques. Quand les attaques sont bien identifiées comme loups, on arrive à identifier ce qu'on appelle des zones de présence permanente. C'est pas tout à fait les meutes, mais c'est des zones où on sait que le loup est identifié au moins 2 ans de suite. Et du coup, on va déterminer des zones. Donc, à l'heure actuelle, on doit avoir
je ne sais pas combien on était. Là, on a dépassé, hein, cette année, il y a plus qu'une centaine, il y a une grosse centaine de zones de présence permanente. Et on était autour de 580 loups jusqu'à l'année dernière. Et là, les derniers comptages, les dernières évaluations, on est autour de 600 loups. On est autour de 600 loups. Et en fait, c'est une fourchette qui est entre 400 et 800. Et en fait, on fait mouliner des ordinateurs. C'est de la modélisation, donc c'est bien sûr c'est de l'estimation, Donc quand on dit au doigt mouillé, oh non moi je pense qu'il y en a bien 10 fois plus, hein. Ah bah oui, hein. Alors qu'il y en a qui ont passé des années à mettre au point des outils extrêmement complexes. Bien sûr on n'a pas le chiffre précis, hein. Bien sûr qu'évidemment on n'a pas. Et c'est justement c'est ce que j'appelle la fabrication populiste de l'incertitude. C'est-à-dire que c'est pareil pour les ours. Quand les ours ont régressé dans les Pyrénées, il y avait les opposants qui disaient « Ouais, mais bon, vous nous dites qu'il reste une seule femelle, mais peut-être bien qu'il y en a deux. » Hein? Et c'est remonté jusqu'à la ministre de l'écologie. Et la ministre de l'écologie, moi, c'était Roselyne Bachelot à l'époque, qui disait « On nous dit qu'il y a une seule femelle, mais il y en a d'autres qui disent qu'il y en a deux. » Oui, sauf que ceux qui disent qu'il y en a un, c'est des scientifiques, c'est des experts, dont un, qui est quelqu'un que je connais bien, qui a consacré 40 ans de sa vie à faire du suivi de l'ours brun, qui connaissait presque les ours un par un, parce qu'il en restait tellement peu, il leur avait donné des prénoms à la fin, donc il connaissait bien. Donc elle mettait au même plan une connaissance scientifique la plus rigoureuse possible, avec bien sûr une marge d'incertitude, sur le syndicaliste agricole du coin, le dentiste du coin qui s'est improvisé expert. Voilà. Et là, ce qu'a fait Castex, mais avant lui, Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que, et en même temps, il y a, comme je vous le dis, alors bien évidemment, c'était l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui est maintenant devenu l'Office français de la biodiversité, qui fait ça. Bien évidemment, il y a une marge d'erreur. Mais déjà, il y a un chiffre qui est assez intéressant. C'est que, quand ils ont trouvé les 620 loups estimés, ils sont arrivés à un taux de croissance de 8%. Hein, ils sont arrivés à un taux de croissance de 8%. Il faut bien savoir qu'au début des années 2000, le taux de croissance était de 20%. Il était de 20%. Un taux de croissance des populations de loups, ça peut aller au maximum, hein, entre 25 et 30%. Comme ils sont arrivés autour des années 2000, autour de 20% de croissance, ils se sont dit, bon, maintenant il y a une telle pression des groupes de pression agricoles et des chasseurs qu'il faut qu'on élimine des loups. Et donc, ils se sont dit, bon, s'il y a à peu près 20% de croissance, on va couper la poire en deux et on va accorder à peu près 10% de la population estimée. Et il se trouve que quand on a fait des estimations de croissance, les années d'après, on arrivait à peu près 10% de croissance des populations de loups. Ça veut dire que les estimations semblent être quand même dans du juste. Hein. Et l'hiver 2019-2020, on était à 9% de croissance. Et 2020-2021, on est à 8%. Et ça, c'est un phénomène qui est remarqué depuis quelques années. Il y a d'ailleurs des chercheurs du CNRS et de l'OFB qui ont dit « Attention, la population de loups, elle est encore en croissance, mais depuis quelques années, on remarque que cette croissance, elle est de moins en moins élevée. Et il y a de fortes chances que cette croissance puisse devenir une décroissance selon certains modèles. Ce n'est pas sûr encore, mais on pourrait y arriver. Et ils sont en train les hypothèses, c'était une des hypothèses qui était faite, c'est est-ce que les tirs légaux de loups ne commenceraient pas à faire leur effet en sachant qu'il y a toujours eu des loups tués illégalement. Et cela, les loups tués illégalement, ça continue et je vous le montrerai. David? Tu parlais bien d'une espèce qui est protégée. Oui, bien sûr. Donc, c'est une espèce protégée Oui. pour laquelle on accorde un pourcentage Oui. de prélèvement. Oui. Voilà. Et de mémoire, ça devait être 12%, les dernières autorisations, ça devait être 12%. Donc on est au-dessus de la croissance. J'ai les chiffres là. J'ai les chiffres. Eh bien, oui, t'as raison. Non, mais c'est comme si, je reprends les hérissons, c'est comme si on avait le droit de rouler sur 10% de hérissons. Je crois que tu les as. Alors vous voyez, en fait, là ici je vous ai mis depuis 2004 l'évolution du nombre de bêtes tuées par les loups, c'est-à-dire les animaux domestiques prédatés par les loups. Hein. Vous voyez comment ça a augmenté. Hein. On était autour de 3000 dans les années 2004 et puis ça a beaucoup augmenté. On a dépassé les 10 000 à partir de 2016 et puis depuis 2017 on est autour de 12 000
12 000 ovins principalement des moutons, parfois il y a des veaux, parfois il y a des chevaux, enfin c'est beaucoup plus rare, mais des chèvres parfois aussi. On est autour de cela, donc je vous ai mis ce que ça coûte, parce qu'en fait, là c'était les chiffres 2019, on est au total, on doit être autour de 26 millions. Le prix en gros de la cohabitation avec le loup, mais dans ces 26 000 loups en fait il y a une très très grande majorité des fonds, ce sont des fonds qui vont être dédiés pour financer des salaires, notamment les salaires de tous les bergers, des aides bergers qui sont financés en plus pour accompagner. Il y a des moyens de protection, notamment financer les chiens, financer la nourriture des chiens, des chiens de protection dont je parlerai, des patous, financer des clôtures, financer des cabanes. Donc il y a aussi de ça, il y a beaucoup d'emplois. C'est parce que très souvent, beaucoup d'opposants au loup disent regardez, ça fait tant de milliers d'euros par loup, c'est très cher. Comme si les loups avaient des comptes en banque en Suisse sur lesquels il y avait des virements qui étaient faits régulièrement et que la collectivité payait comme dans le vide, quoi. Non, Pardon ? Ah bah oui, il y a des loups en Suisse. Oui. Donc c'est vrai qu'on a commencé à vraiment mettre le paquet sur les tirs de loups à partir des années 2012-2013. Ça correspond à Ségolène Royal. Quand Ségolène Royal est devenue ministre de l'écologie, elle a créé une brigade loup, non pas pour protéger les loups, mais pour trapper les loups. Elle a recruté des tueurs de loups, véritablement. C'est la première fois que c'est la ministre de l'écologie qui s'en est chargée. Et malgré cela, pendant quelques années, il tuait toujours plus de loups et la prédation ne diminuait pas. Et ça, c'est un phénomène qui est intéressant. Là, la prédation, elle commence à peine à se stabiliser autour de 12 000 parce qu'en fait, il n'y a pas de corrélation entre le nombre de loups et la prédation. Parce qu'un seul loup peut faire beaucoup plus de dégâts dans un troupeau qu'une meute constituée. Parce qu'en fait, une meute constituée, elle va préférer chasser la faune sauvage. Il y a moins de risques. Il y a beaucoup moins de risques. Ça ne veut pas dire qu'une meute ne va pas chasser de temps en temps des animaux domestiques, mais très souvent, notamment les loups qui sont en dispersion, qui ont besoin de ressources alimentaires et qui sont prêts à prendre plus de risques, et bien, dans ce cas-là, ils vont s'attaquer aux animaux domestiques et ils peuvent faire parfois de très très gros dégâts, en sachant aussi que quand vous éliminez un loup dans une meute, vous pouvez éclater la meute. Et si vous éclatez la meute, du coup, vous créez plein de loups qui vont aller dans tous les sens. Et si ces loups vont dans tous les sens, ils peuvent multiplier les attaques. Il y a des zones comme ça où il n'y avait pas d'attaque, ou très très peu. Et puis il y a un loup qui a été tué, pas de bol, c'était un des loups reproducteurs. Et après, tout l'été, tous les élevages du secteur ont été, c'est dans les Hautes-Alpes, ont été marqués. Là, on voit bien que les loups ont fait leur retour pile dans une zone de superposition d'élevage, donc que ce soit dans les Alpes ou dans le Massif central, où là, dans le Massif central, en plus, ils sont allés dans une zone où il y avait l'AOC Roquefort, qui est une des AOC qui est politiquement les plus soutenues. Alors, eux, ils ont obtenu le statut de zone dérogatoire, où là, les loups, ils n'ont même pas monté le bout de leur queue. Pourtant, ils y sont. C'est-à-dire que autant dans les Alpes, avant de déclencher les tirs de loup, même si ça s'est assoupli, c'était conditionné à des mesures de protection, mettre des clôtures, mettre des chiens de protection, mettre du gardiennage en plus. Autant dans le Massif central, là maintenant, ils ont obtenu que les tirs soient plus facilement déclenchés, et c'est ce qu'ils obtiennent maintenant, en fait. Ils obtiennent ça en ayant l'impression que c'est ça la solution, et c'est la raison pour laquelle les syndicats agricoles ont lancé une offensive pour dire qu'en fait, il y a bien plus de loups qu'on nous le dit pour pouvoir obtenir plus de tirs. Et là, les politiques, on est en période électorale, et notamment la fameuse ruralité quand même importante, eh bien, ils sont en train d'essayer de dire « Ah ben ouais, peut-être bien que vous avez raison », au lieu de leur dire « Attendez, on va se mettre autour de la table et on va voir vraiment ce qui marche. C'est quoi le problème? Vous voulez tuer des loups pour tuer des loups? Ou bien vous voulez faire baisser la prédation? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça. Est-ce que vous voulez que les éleveurs aient moins de pertes? Ou est-ce que vous voulez juste tuer des loups, éliminer les loups? Moi, ça me fait souvent penser à cette phrase des tontons flingueurs je dis pas que c'est pas injuste, mais ça soulage. Et pour moi, ça résume parfaitement le mode de gestion du loup en France.
Donc là, on voit les zones de concentration des attaques. Hein. On voit qu'il y a quand même des gros spots, hein, notamment dans les zones historiques. Alors c'est vrai que c'est des zones où il y a des fortes densités de loups, mais c'est aussi des zones où les élevages sont plus ou moins bien protégés. Et puis il y a des zones aussi qui sont difficiles à protéger, faut le dire objectivement. Donc aussi pour vous dire que en fait, les attaques, elles sont souvent très concentrées. 73% des éleveurs ont 1 à 2 attaques. Sur donc à peu près 3000 constats qui ont été faits, hein, 1 à 2 attaques. C'est-à-dire qu'en fait, une minorité, c'est vraiment une minorité d'éleveurs qui vont vraiment concentrer un gros nombre d'attaques. Et notamment, il y a des zones comme ça en Isère et surtout dans les Alpes-Maritimes où là, vous avez des spots de concentration d'attaques et souvent politiquement, les préfets, les administrations locales n'osent pas trop faire des choses dans ces secteurs-là parce que c'est des éleveurs qui peuvent avoir des relais politiques importants, ou parfois, c'est juste j'ai vu le cas de figure, c'est-à-dire des nouveaux dans le secteur, à qui on n'a pas dit qu'il y avait des loups, ou on ne les a pas assez préparés, ça fait qu'ils arrivent dans le secteur, et ils se prennent carton sur carton sur carton, et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, donc forcément, après, ils sont radicalement anti-loups, et on peut le comprendre. Ça, j'ai vu le cas dans les Hautes-Alpes. Moi, ça fait dans les Alpes-Maritimes, moi, ça fait des années que je fréquente depuis la fin des années 90. Et je me souviens en 2013, j'y étais allé pour un colloque. Il y avait une éleveuse qui était venue dans le colloque et qui était en train de dire, ouais, moi les attaques, etc. Puis après, en discutant avec l'éleveuse, je me rends compte qu'en fait, c'était sa 2e ou 3e année qu'elle était là seulement, et que du coup, on l'avait pas prévenue. Elle était toute nouvelle dans le secteur, elle était originaire de Savoie, elle était dans les Alpes-Maritimes, et on l'avait pas préparée en fait. Donc c'était normal qu'elle se prenne autant de cartons et que la zone était sûrement difficile. Donc forcément, là, on avait une personne qui était devenue une personne qui était très très hostile au loup, qui avait des raisons objectives de l'être, mais à qui on n'avait pas apporté un bon accompagnement. Et quand je parlais de raisons objectives de l'être, il y en a certains qui ne jouent pas leur rôle. Et là, c'était en 2003, le ministre de l'Agriculture de l'époque, Hervé Guémard, qui donne une conférence de presse. Alors Hervé Guémard, il était ministre de l'Agriculture, mais il était aussi député de l'Isère. Et en fait, l'ancrage local des élus, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il y a une gestion médiatique et passionnelle. D'où le fameux discours de Castex. Vous voyez là, ici, on met des caméras, enfin les cadavres de brebis, pour justement faire parler, on montre des éleveurs en pleurs, etc. Parce qu'il y a une charge émotionnelle, historique, culturelle qui est très forte. Et les politiques savent. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour rendre plus juste la politique agricole commune? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour que le prix de revient des produits faits par ces éleveurs soit rentable? Est-ce qu'ils ont mis en place des protections pour éviter la concurrence internationale? Est-ce qu'ils ont travaillé à ce qu'on installe des jeunes? Enfin, il y a pas mal de choses qu'on pourrait opposer à cela. J'ai un certain nombre de réponses parce que j'ai travaillé sur la question. Hein, et la plupart du temps, c'est non. En revanche, c'est vrai que parler sur des animaux emblématiques, que ce soit l'ours ou le loup, ça paye. Et là, vous voyez, c'est du off. Il est censé dire en off, je vous le lis, hein, il dit en off, à titre personnel, les loups, moi je les tuerai tous. Ministre de l'Agriculture, ministre de la République, d'un État qui est censé protéger le loup. Alors bien sûr, la cohabitation, c'est pas facile. Il faut mettre en place un certain nombre de choses. Mais voilà, moi, à titre personnel, les loups, je les tuerai tous. Voilà, ministre de l'Agriculture 2003. Vous voyez? Et ça n'a pas loupé. Du coup, on a mis en place les dérogations avec, au début, c'était censé être un seuil, c'est-à-dire un maximum, un plafond. C'était un plafond. Ça a été négocié avec les associations de protection de la nature. Et au début, on était, vous voyez qu'en gros, jusqu'en 2011-2010, c'était moins de 10 loups, hein, c'était 4, 5, 6 loups qui étaient tués, et la population continuait à augmenter. C'était en gros la part du loup que le ministère de l'Écologie avait réussi à négocier. Mais à partir des années 2012-2013, il y a eu un tournant là au niveau de l'État, et les services de l'État ont un peu lâché prise. Ils n'ont pas mis en place une vraie doctrine et ils se sont dit, bon, les chasseurs et les éleveurs veulent qu'on tue plus de loups, ils seront contents. Eh ben, on va tuer plus de loups. Est-ce que c'est ça qui va faire baisser la prédation? On ne sait pas. D'ailleurs, vraisemblablement non. Mais ils veulent qu'on tue plus de loups. Alors, on va tuer plus de loups. Et là, je vous ai montré un exemple. Ça, c'est 2 louveteaux qui ont été tués dans ce qu'on appelle les tirs de défense renforcés. Alors, il y a plusieurs catégories de tirs dans les dérogations. Il
il y a les tirs de défense, ceux qu'on pourrait trouver entre guillemets légitimes, c'est-à-dire un loup qui est en train d'attaquer l'éleveur le tue, ou bien quelqu'un qui est mandaté, un louvetier, un chasseur qui va être posté mais qui va tuer entre guillemets le bon loup. Tir de défense renforcé, ça peut être jusqu'à 1 km autour de l'exploitation. Autant dire que le loup qui passe par là, dans le kilomètre, ça se trouve, il n'a rien à voir avec l'attaque de louveteaux. Alors que non, ils devaient en tuer un, mais les chasseurs, ils ne sont pas concertés. Ils en ont tué un de chaque côté. Donc forcément, le résultat, ils devaient tuer un loup, ils en ont tué deux. Hein. Donc les tirs de défense renversés, puis il y avait les tirs de prélèvement. Ça, c'est quand on estime qu'il y a trop de pression dans un secteur, on veut faire baisser. C'est ce qui était utilisé avant, maintenant, ça n'est quasiment plus utilisé. Maintenant, ils utilisent les tirs de défense. Et puis les tirs de défense, normalement, ils étaient déclenchés avec des conditions bien strictes. L'éleveur devait mettre en place des mesures de protection, on devait avoir un certain seuil d'attaque, etc. Ça, c'était négocié dans le groupe national loup. Les associations de protection de la nature avaient essayé de négocier ça, d'obtenir ça, mais les préfets, maintenant, ils ne se fatiguent plus. Ils déclenchent les tirs de défense, même dans des zones de colonisation où on n'a pas encore mis en place la mesure de protection, on n'attend plus. Et donc 2012-2013, c'est quand Ségolène Royal a mis en place cette brigade, et à partir de là, vous voyez, on est passé de 24 à 43 en 2017, 51 en 2018. Le grand débat dans les Hautes-Alpes, qu'est-ce qu'annonce Emmanuel Macron en personne? C'est-à-dire que c'est quand même une question où le chef de l'État intervient en personne. Il dit, eh bien, on va passer de 10 à 12% à 19% de la population, ce qui faisait à l'époque une centaine de loups. On peut rehausser de 2% à chaque fois. Donc une centaine de loups en 2020. Et là, maintenant, on est à 121 loups. Alors c'est vrai que la population de loups a été estimée un peu à la hausse, 620 loups. Donc j'estime que c'est une fuite en avant contre-productive. Non seulement c'est une fuite en avant contre-productive, mais en plus, ça ne calme pas les opposants. Et même, je considère que ça encourage les comportements de violence. La violence entraîne la violence. On a l'impression qu'en mettant en place une violence légitime d'État, cela va calmer le dossier, et en fait c'est exactement l'inverse qui se produit. On légitime la violence. Résultat, ça c'était le fin septembre, devant la mairie de Saint-Bonnet-en-Champsaur, une louve qui a été suspendue, donc qui a été abattue. Et parallèlement au moment où vous venez d'accorder justement le tir de 120 loups. Donc, en tant que chercheur, expert, citoyen, je me suis retrouvé face à ça et j'ai décidé de lancer un appel que j'ai mis, qui a été relayé donc par Mediapart via mon blog et par Journal Libération. C'est un appel qui a été signé par un certain nombre de chercheurs, mais également par Isabelle Autissier, Yann Arthus Bertrand, le réalisateur Cyril Dion, Jean-Michel Bertrand. Très rapidement, on a atteint 200 signataires, des anonymes, pas des anonymes, etc. Voilà, Vincent Munier, le grand photographe, si certains connaissent, un super photographe naturaliste admirable. Parce que, en fait, les pouvoirs publics lâchent prise et ont décidé d'abandonner une gestion, on va dire, rationnelle, de bonne cohabitation, de bonne entente. Et en fait, l'appel visait juste à essayer de mettre en avant, de respecter la loi et de ne pas considérer déjà les tirs comme un quota, mais juste déjà comme un plafond. C'est-à-dire qu'un plafond, ça veut dire que c'est un maximum. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le droit de tuer 120 loups qu'on va tuer 120 loups. Hein et moi, j'ai entendu une sous-préfète dire ça, au moment même où ça a été mis en place, où justement, d'un côté, on disait aux écologistes, ne vous inquiétez pas, c'est un maximum, c'est un plafond. Et moi, j'ai entendu une sous-préfète dire aux éleveurs, on va atteindre le quota. Elle disait le quota. C'était pas écrit, mais elle parlait du quota. Donc là, on voit bien que, en fait, c'est comme une dérive que l'on voit à l'heure actuelle avec la cellule de gendarmerie Déméter, ou certains services de police qui se retrouvent au service de groupes privés, en fait, de certains syndicats, parce que c'est même pas l'intérêt des éleveurs et des agriculteurs en général, de certains, et qui n'optent pas pour une solution constructive, une cohabitation durable. Et c'est pour ça que je pense que là, quand l'État en vient à ne pas respecter la loi lui-même, enfin les services de l'État en viennent à ne pas respecter la loi lui-même, il faut le pointer, il faut dire stop. Alors bien sûr, nous, on n'a pas des tombereaux de fumier à déverser devant la préfecture et à tout saccager. On n'a pas ça. On a peut-être autre chose. Mais bon,
Moi, j'ai juste ma petite cervelle et puis mes petits mots que j'écris. Puis des fois, ça porte un peu. Une question, Farid. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut proposer aux éleveurs comme solution efficace pour limiter le risque d'attaque de loup? Ah ben justement, je vais y venir. Voilà, oui, je vais y venir. Donc, voilà. Alors justement, il y a toute une série de mesures. Donc, les chiens de protection, les clôtures, la présence humaine, la connaissance scientifique, la recherche. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre au point alors ici dans la région. Alors déjà, il y a pas mal de choses qui se passent dans les Alpes. Jean-Marc Landry, c'était un éthologue qui lui étudie les comportements des chiens, des loups et des brebis. Et puis on est en train de travailler ici dans le Poitou. Je vais passer assez vite. Hein. Comme on voit que c'est en train de se rapprocher, hein, là vous voyez, nous on est ici. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est des indices suspects, enfin invérifiables, mais où on a de fortes présomptions, hein, tout autour de la Vienne et dans la Vienne. Nous, ce que l'on cherche à faire, c'est essayer d'anticiper. Et on a beaucoup de chance dans le département, parce qu'on a des éleveurs et des agriculteurs, et on a notamment aussi un responsable salarié de la Fédération des chasseurs, qui sont tout à fait ouverts, avec qui on peut discuter, et qui soutiennent notre projet de recherche. Donc ça, c'est vraiment inédit. Alors c'est vrai que pour le moment, on n'est pas dans une situation tendue où les loups font des carnages partout, mais c'est quand même assez remarquable. On travaille même avec la Chambre d'agriculture, mais si on regarde dans le département voisin, en Haute-Vienne, la Chambre d'agriculture, elle ne veut pas entendre parler de loups. Nous, on arrive à discuter avec eux, et parce qu'ils ont des éleveurs qui disent, bah, concrètement, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils savent très bien, ils ont compris, on leur a expliqué que tuer des loups pour tuer des loups, c'était pas ça la solution. Voilà, donc bon, juste dans le secteur, c'est juste pour montrer que sur le plan de la faune sauvage, bah, il y a quand même de quoi faire. Hein. Il parlait tout à l'heure des sangliers, et le loup peut chasser le sanglier, alors surtout quand il est jeune, et comme je dis, ça se rapprochait. Hein. Ça, c'est dans l'Indre, février 2020, mais ça, c'était à une trentaine de kilomètres de la Trémouille et du secteur où le loup a été retrouvé mort. Hein. Alors, ils ont mis une procédure de signalement de prédation chez les animaux, si les animaux sont attaqués. Alors, les services de l'État sont un petit peu à la ramasse. Mais on va travailler avec eux parce qu'ils ont du mal à communiquer avec les agriculteurs. Les agriculteurs ils ont qu'une. Parce que ce qui crée des tensions, c'est quand on a des discours idéologiques et syndicaux rigides, et quand on a des problèmes de communication des services de l'État qui communiquent mal. Et ça, c'est le meilleur ingrédient pour que ça parte en vrille, et puis pour que on se dise voilà, on va tirer, et puis ça va régler le problème. Sauf que tuer, c'est pas forcément la solution. Voilà, je vous remercie. Si le loup n'était pas revenu, là il est revenu spontanément, en Italie on ne l'a pas introduit. S'il n'était pas revenu, ou si on avait bien surveillé à la frontière pour être sûr qu'il n'y avait pas, les éleveurs auraient été contents. Enfin, ils n'auraient jamais connu ce que c'était que le loup, donc ils ne s'en seraient pas plaints. S'il n'y avait pas de loup du tout, qu'est-ce qui nous manquerait? Qu'est-ce qui manquerait à la biodiversité? Qu'est-ce qui foirerait aujourd'hui s'il n'y avait pas de loup? Je pourrais prendre aussi compléter votre question. Est-ce que les éleveurs se porteraient mieux pour autant? Aussi, oui. Je ne pense pas. Parce qu'en fait, le problème du loup est très minime par rapport au problème global. Localement, ça dépend, parce que localement, il peut vraiment mettre une grosse pression. Hein. Je ne le nie pas. Mais en fait, moi, surtout que je fais des cours à mes étudiants sur les filières agricoles, je suis tombé sur les statistiques, en gros, de l'état du nombre d'exploitations ovines en France et leur progression. Et en fait, là où c'est paradoxalement, en région PACA et Rhône-Alpes, la zone où il y a plus forte densité de loups, c'est pas là que les exploitations ovines se cassent le plus la gueule. C'est partout ailleurs en France, mais pas là. Alors si on était mauvaise langue, on pourrait dire, regardez, c'est grâce au loup. C'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas, c'est juste qu'on a des filières qui sont assez dynamiques et qui, bon an, mal an, arrivent à se maintenir malgré le loup. Alors maintenant, je vais répondre à votre question. Qu'apporte le loup? Qu'apporte le loup? Nous, dans cette salle, on est bien là. On n'a pas besoin du loup là. Il n'y a pas des gâteaux là qui vont arriver. Enfin, non, mais voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, on parlait de régulation, entre guillemets, par les chasseurs. Bon, j'en doute. En revanche, il est vrai que dans les écosystèmes, le fait qu'il y ait un prédateur, un grand carnivore, ça instaure, c'est quelque chose qu'il faudrait creuser et travailler, une espèce de territoire de la peur, un paysage de la peur. C'est ce que tu expliquais un petit peu tout à l'heure avec Yellowstone. C'est-à-dire que les ongulés sauvages,
cervidés, les sangliers, etc., ils ont un impact sur le milieu, ils ont un impact sur la végétation. Et parfois, quand ils ont tendance à être un peu trop importants, eh bien, ils vont avoir tendance à nuire à la régénération des forêts, aux arbres, à certaines plantes, etc. Et en empêchant certaines arbres, certaines plantes de se développer, ça a un impact sur l'écosystème, parce que ça peut jouer sur des espèces d'oiseaux, sur des espèces de micro-mammifères, etc. Donc quand le loup arrive, il rebat les cartes, et aussi, il a un impact parce que, voilà, quand il va tuer les animaux, il va laisser des cadavres, et ça va favoriser d'autres espèces, d'autres insectes même, de tous les niveaux. Donc il y a un impact. On pourrait toujours se passer d'un certain nombre d'animaux. Je pense que les grands carnivores comme ça, à la limite, on a très bien vécu sans nous à titre personnel, on pourrait très bien vivre sans aussi. Mais ça a un impact et un rôle qui n'est pas inintéressant. Et après, voilà, c'est une espèce, voilà, elle a le droit de vivre dans l'écosystème. Voilà. Il va surtout éliminer les animaux malades, faibles. Oui, Ils sont porteurs de plein de trucs. Voilà, parce que de toute manière, qu'est-ce qui se passe quand une certaine espèce se met à un peu trop proliférer? Si ce n'est pas le loup qui arrive, il y aura une pathologie qui peut arriver, ça en voit, une maladie, il y aura un parasite ou un virus qui pourra jouer ce rôle-là. J'ai vécu 20 ans en Haute-Savoie, notamment en contact du loup. J'ai eu le plaisir d'être observé par un loup pendant plusieurs minutes sans même m'en rendre compte. Là, c'est souvent le cas. Quand je l'ai vu, j'étais un petit peu intrigué. On avait une population de chamois qui était décroissante. Et quand le loup a commencé à arriver par la Suisse et par l'Italie, on a vu les populations de chamois, augmenter, et être sanitairement en mer étroite. Donc, l'apport du loup, il est quand même très important. Et pas que pour les agriculteurs. Et il y a des échos qui reviennent, où il participe à un équilibre local au niveau de la faune et de la flore, qui est porteur aussi pour les agriculteurs. Et ça, c'est complètement évident. Complètement évident. Par contre, l'agriculteur prospecteur, il y aura toujours. Donc j'ai éduqué beaucoup de patous qui mettent chien en biologie. C'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Non, ce n'est pas la solution. Parce que le patou présente d'autres inconvénients. Oui, pas d'inconvénients, mais après, quand c'est arrivé, il y a d'autres races aussi. Il y a d'autres races. Des parjus caucases. Oui, ou comme d'Estrella, portugais, ou Rastine espagnole, il y a d'autres races. Il y a quelqu'un qui travaille dans le département. Le patou est dangereux. Oui, mais vous savez, dans les Alpes, il y a un secteur où il y a. Dans les Alpes, il y a, je sais pas, il y a quelque chose comme 3000 patous, quelque chose comme ça. Ouais. Et tous les ans, il y a 2 morsures, vraiment un peu graves. Oui. Et la plupart du temps, les morsures, c'est les chiens de berger. Ouais, c'est ça. Comme il est impressionnant, associé au loup, il y a une mauvaise impression. Voilà. Peut-être je vais laisser la parole à Honoré. On va faire une petite pause plus courte que prévu, on va la faire rapidement. Merci beaucoup Farid pour ce bien proposé. Je m'excuse, j'étais un peu long. Moi je vais ramasser le niveau, c'est des questions essentielles. On a entendu arriver, je peux laisser répondre si voilà. L'homme est un loup pour l'homme, est-ce que le loup est un homme pour le loup? Si tu considères l'homme comme un tueur, là en l'occurrence, oui. On le pense un tueur.